You've got two presentations. First presentation is going to be by Thomas Sewell for paper co-authored with Sakif Karim. And then you'll have about 15 minutes to present, and then we'll move right away to Antoine Bilodeau, who'll present his work with Stephen White, Luc Turgeon, and Alyssa Henderson. So let's give you the mic right away so you can go ahead. I'll send you a message when you're running out of time. We'll move on right away with the second presentation of this panel. Antoine, okay, c'est yes, à ton tour. So I had to reorganize my office parce que en fait, il y a un marteau-piqueur qui s'est installé devant la fenêtre de mon bureau juste au moment de la présentation de Thomas. Donc, j'ai pas pu tellement écouter la présentation de Thomas. Et même si je suis maintenant à l'arrière de la maison, ça se peut que vous entendiez des grosses vibrations. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas me cacher plus loin des travaux sur la rue que je le fais en ce moment. Donc, je vais partager la présentation. Donc, vous devriez voir mon écran. Alors, bon, merci tout le monde d'être là. Comme vous avez réalisé, je vais faire ma présentation en français. Et comme Ruth le disait, c'est un travail d'équipe, donc avec mes collègues Steve, Luc et Elsa. Je voudrais aussi dire que contrairement à l'article de Thomas, le nôtre est vraiment work in progress. Donc, non seulement il n'est pas publié, mais il n'est pas encore soumis nulle part. Donc, vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Donc, on s'est intéressé à la question du sentiment d'appartenance chez les immigrants, puis les personnes racisées plus générales, mais aussi au rôle de l'impact des expériences d'exclusion avec le cas d'études du Canada. Puis, on sait que, juste un instant, je ne peux pas voir ma présentation. Ouais, donc, on sait que c'est assez bien documenté. Oups. Qu'il y a un lien entre les expériences d'exclusion qui sont vécues par les immigrants ou les minorités ethnoculturelles et un plus faible sentiment d'appartenance envers la communauté, ce qui en fait est ce qui a assez de sens, étant donné que si tu vis une expérience d'exclusion, ton sentiment d'exclusion, donc plus faible appartenance, devrait être plus faible. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que l'essentiel de cette recherche-là, elle se limite en fait presque exclusivement dans l'étude du sentiment d'appartenance envers la communauté nationale ou le pays. Donc, on va voir des trucs sur le Canada, sur les États-Unis, sur l'Allemagne, sur la France, sur le Danemark. Mais c'est rare, par contre, qu'on va au-delà de ça. Et surtout, c'est assez rare qu'on va s'intéresser à la question du sentiment d'appartenance envers les communautés sous-nationales ou, dans notre cas plus précisément, aussi les provinces. Et on a lieu de croire qu'en fait, c'est assez important qu'on devrait s'y intéresser parce que ces entités-là, sous-nationales, dans le cas, encore une fois, les provinces, sont de plus en plus actives dans les questions d'immigration, que ce soit au niveau de la sélection des immigrants, pas juste le Québec, mais de plus en plus aussi les autres provinces, mais aussi beaucoup, surtout, dans l'intégration des immigrants et aussi dans l'élaboration ou la gestion quotidienne de modèles de diversité ethnoculturelle, que ce soit ici au Québec, le cas d'interculturalisme ou dans les autres provinces, pour la plupart, le cas du multiculturalisme. Ce qui rend ça encore plus intéressant de notre perspective, c'est qu'avec les provinces qui sont de plus en plus actives, il n'y a pas toujours une forte concordance ou pas systématiquement une forte concordance entre les approches nationales et les approches sous-nationales. J'en discutais à la prochaine diapo. Et donc, dans certains cas, on va avoir des unités sous-nationales des provinces qui vont vraiment suivre la ligne ou le modèle qui est mis de l'avant par le niveau national, alors que d'autres vont suivre une approche qui est alternative ou peut-être même à la limite contradictoire dans certains cas. Et donc, encore plus spécifiquement ici dans le cas du Québec, on a certains cas où on va observer une dynamique de compétition, vraiment pour le cœur, pour la loyauté, pour l'identité des citoyens au niveau des identités nationales ou sous-nationales. On va ici contraster plus spécifiquement ce qu'on appelle, dans le cas du Québec, le competitive nation building entre l'État québécois et l'État canadien ou fédéral. Et alors que dans les autres provinces, généralement, on va plus observer une situation de ce qu'on appelle le province building. Donc, vraiment des cas où on se dit c'est possible qu'il peut y avoir soit des non-concordances, une faible concordance, ou littéralement une compétition dans les modèles nationaux et sous-nationaux. Donc, les questions de recherche qu'on proposait dans ce papier-là, il y en a deux. En fait, la première, c'est vraiment d'aller voir comment les expériences d'exclusion vont influencer le sentiment d'appartenance aux communautés sous-nationales, donc aller au-delà ou en dessous des communautés nationales ou du pays.
Et deuxièmement, peut-être encore plus important, de voir comment les notions de concordance ou faible concordance et de compétition entre le niveau national et le niveau sous-national peuvent influencer, en fait, la relation ou l'impact que les expériences d'exclusion vont avoir sur le sentiment d'appartenance. Okay? Et vraiment, l'idée, ça va être ici, c'est est-ce que c'est possible que lorsque l'effet des expériences d'exclusion va être le même au niveau national ou au niveau national, ça va être plus fort, plus faible à un des deux niveaux, ou est-ce que ça pourrait être, dans certains cas, même opposé? Okay? Nos cas d'études sont 4 provinces canadiennes où les minorités ethnoculturelles et les immigrants dans 4 provinces, donc le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique, qui sont les 4 provinces où la diversité culturelle est la plus présente, prédominante au Canada, et qui sont aussi plus actifs en matière d'immigration et de gestion de diversité ethnoculturelle. Donc, je commence parce que vraiment, vous aurez compris, en fait, notre focus va vraiment être beaucoup sur le Québec, étant donné sa particularité dans les questions de diversité et d'immigration et de son statut de nation minoritaire. Et là, on part vraiment aussi de la prémisse ou de la question, est-ce que le modèle canadien est plus ouvert ou plus flexible que le modèle québécois? Et si c'est le cas, si ce contexte d'accueil-là peut être plus ouvert ou plus flexible, quel genre de conséquences est-ce que ça pourrait avoir? Donc, je ne vais pas vous refaire un exposé exhaustif sur les différences entre les modèles québécois et canadiens, mais rapidement sur 3 points, on pourrait les comparer. D'abord, au niveau de la langue, je ne vais rien vous apprendre en disant qu'au Québec, on a une langue unique officielle, qui est le français, et la Charte de la langue française, qui peut avoir certains aspects contraignants dans la perspective, à tout le moins, de certains. Alors qu'au Canada, on a évidemment le bilinguisme officiel. À un autre niveau, oui, et à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir avec le petit crochet, en fait, si on avait à donner un avantage au niveau de la flexibilité du modèle d'adaptation, on devrait probablement le donner au Canada. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur sur ce qui est le meilleur modèle, mais d'un point de vue flexibilité d'identité ou flexibilité d'adaptation au terrain où on vit, c'est peut-être perçu à tout le moins comme étant plus facile au niveau du modèle canadien. Si on va au niveau de la gestion de la diversité, on va contraster ici un modèle d'interculturalisme au Québec qui, soit dit en passant, est encore à définir officiellement parce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de politique d'interculturalisme officielle qui a été mise de l'avant par le gouvernement du Québec. On en parle, on écrit dessus. On dit que ça guide les politiques, mais officiellement, ce n'est pas encore symboliquement très fort, ce n'est pas encore défini. Et au niveau de je dirais, les gens sur la rue, monsieur, madame, tout le monde, les citoyens, ce n'est pas une réalité très, disons, saillante ou connue. Alors que de l'autre côté, on a le modèle de multiculturalisme du gouvernement canadien qui, je pense qu'on peut dire honnêtement, est bien assumé, s'affirme assez fièrement. Donc, vous l'aurez compris, à ce niveau-là, on pourrait aussi donner un certain avantage de perception de flexibilité au modèle canadien versus le modèle québécois. Et finalement, un débat très québécois qu'on vit tous depuis une quinzaine d'années, qui est le débat sur la laïcité, donc qui est très présent au Québec, puis en contrepartie, qui est soit pas du tout ou très peu présent dans le reste du Canada, ou même à l'inverse, qui à certains égards a une affirmation donc assez claire contre le type de politique ou de législation qui sont proposées par le gouvernement québécois en ce qui concerne la laïcité. Donc, on se retrouve dans une situation, encore une fois, évidemment, un avantage canadien, mais on se retrouve dans une situation où on a des différences très marquées entre les modèles québécois et canadiens et qui pourraient être dites, disons, clairement à l'avantage du gouvernement canadien versus du Québec. Si on compare le Québec avec les autres provinces maintenant, je vais encore moins dire de choses sur les autres provinces, entre autres question de temps, mais aussi parce qu'il y a quand même moins de choses intéressantes, si je peux me permettre à dire. C'est-à-dire que pour l'essentiel, la plupart des autres provinces, ou à tout le moins les trois dont on discute aujourd'hui, ont des modèles de gestion de la diversité et de l'immigration qui sont passablement concordants avec le modèle canadien. Donc, très peu de différences au niveau de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, mais des grandes différences au niveau du Québec avec le Canada et à l'avantage du Canada. Donc, ça nous amène à poser deux hypothèses en regard de ça, donc ce problème ou cette réalité possible-là de contradiction ou de compétition. Et donc, comment est-ce que des immigrants ou des minorités ethnoculturelles pourraient réagir à cette non-concordance-là et peut-être même à cette compétition-là? Donc, plus largement, je dirais, la question qu'on pose, c'est, on est assez familier avec la notion du competitive nation building, de la compétition pour la loyauté, le cœur
des Québécois, entre le gouvernement canadien et québécois. Mais la question aussi, on pose plus largement dans ce papier-là, c'est comment est-ce que ça se déploie, comment est-ce que ça se vit chez les minorités ethnoculturelles et les immigrants. Et encore plus précisément ici, c'est quoi le lien que les expériences d'exclusion vont avoir, comment ils vont structurer ce débat-là. Donc, la première hypothèse, elle concerne ici précisément la force du sentiment d'appartenance. Donc, on s'attend à ce que, étant donné ce contraste-là, que le sentiment d'appartenance va être plus fort envers le Canada que la province, au Québec, mais qu'on ne va pas nécessairement remarquer ce clivage-là dans les autres provinces. Soit dit en passant, je ne vous vois pas en ce moment, je vais peut-être voir certaines des expressions faciales qui diraient « ouais, mais ça, on le sait déjà ». Effectivement, en grande partie, on le sait déjà, ça a été appuyé par des recherches existantes. On veut le revoir ici. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la deuxième hypothèse, qui concerne en fait la relation entre le sentiment d'exclusion et le sentiment d'appartenance. Donc, est-ce que le fait de vivre des expériences d'exclusion va affecter le sentiment d'appartenance au Canada et au Québec ou à d'autres provinces de façon similaire ou de façon différente? En regard de ce qu'on a dit, je dirais qu'on s'attendrait à ce que les expériences d'exclusion vont affaiblir davantage, et vont affaiblir le sentiment d'appartenance chez tout le monde, dans tous les contextes provinciaux, que ce soit envers le Canada ou la province. Mais on devrait s'attendre à ce que les expériences d'exclusion aient un effet davantage marqué sur le sentiment d'appartenance provinciale, ici au Québec, que ce qu'on observe dans les autres provinces, étant donné le contraste. À l'inverse, on devrait s'attendre à ce que les expériences d'exclusion affaiblissent moins le sentiment d'appartenance envers le Canada pour les minorités qui sont au Québec que dans les autres provinces. Essentiellement, ce qu'on dit, c'est, étant donné le contraste de modèle québécois-canadien, quand ça ne va pas bien, quand on vit une expérience d'exclusion, c'est plus facile ou on peut juger plus approprié de blâmer le modèle québécois qui est moins accueillant que le modèle canadien. Donc, un plus grand effet négatif au Québec envers le Québec qu'envers le Canada. Alors que dans les autres provinces, comme les modèles sont concordants, si on vit des expériences d'exclusion, bien, on peut grosso modo blâmer également la communauté provinciale que la communauté canadienne. Donc, ce sont nos hypothèses. On étudie la question à l'aide de nos données sur le projet de la diversité provinciale, qui, je dois le mentionner en soit dit en passant, a été réalisé à l'hiver 2014. Pour ceux qui ne se souviendraient pas, c'est en plein milieu du débat sur la Charte des valeurs québécoises. Donc, c'est possible que ça ait un effet particulier sur nos données. On pourra en discuter plus tard. Donc, on se regarde les premières et deuxième générations d'immigrants, tous des immigrants racisés, avec un échantillon d'environ 400 répondants, minimum 400 répondants pour chacune des provinces. Donc, autour de 1600, ou plus précisément 1667 répondants au total. On mesure le sentiment d'appartenance au Canada, mais aussi à la province, sur une échelle globale de 0 à 10. 10, évidemment, est un plus fort sentiment. Puis on combine et le sentiment d'être attaché à la communauté politique et le sentiment d'être accepté par la communauté politique. On mesure ou regarde 3 types d'expériences d'exclusion. Le premier est notre principal indicateur d'intérêt, c'est-à-dire vraiment la perception ou les expériences d'expériences discriminatoires. Donc, le fait de rapporter des expériences discriminatoires dans notre quotidien. On cible 5 ou 6 différents contextes que j'oublie à le moment, mais ça inclut avec la police, avec les agents du gouvernement, en cherchant un logement, au travail, avec les voisins. Mais surtout, comme étant dans le contexte de la Charte des valeurs, on s'est dit que c'est peut-être important aussi de regarder d'autres trucs. Donc, on regarde le niveau de religiosité de nos minorités répondantes, mais aussi une attention particulière à nos répondants qui sont de religion, donc qui sont musulmans. Alors, on a fait, je vais trop vite, mais donc, si on y va juste au niveau des descriptifs du sentiment d'appartenance dans nos 4 provinces, envers le Québec et le Canada, donc c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on savait déjà. En fait, ces données-là ont été en partie déjà publiées dans un autre contexte, mais on voit clairement que le sentiment d'appartenance envers le Canada, il ne varie pas vraiment dans nos 4 provinces, chez nos minorités, en passant, c'est encore juste les immigrants. Et qu'au Québec, on a un contraste, c'est-à-dire qu'au niveau de la province, c'est la même chose, 7,8 partout, sauf au Québec, qui est beaucoup plus bas, à 6,5. Soit dit en passant, le 6,5 n'est pas tout à fait unique ici en 2014. On a d'autres points dans le temps qu'on a regardé dans d'autres contextes et on remarque grosso modo le même type d'écart. Donc, si on s'intéresse vraiment à l'écart pro-Canada ou pro-province, donc, on voit ici que c'est au Québec seulement. En fait, vous aviez probablement déjà fait le calcul mathématique vous-même, mais c'est au Québec qu'on observe un écart pro-Canada d'environ 1,5 points, alors que dans les autres provinces, c'est presque inexistant.
Au niveau des expériences d'exclusion, est-ce que vraiment c'est, disons, un niveau d'expérience d'exclusion qui pourrait expliquer cet écart-là? Donc, est-ce qu'il y a un attachement plus faible au Québec parce qu'il y a plus d'expériences d'exclusion? Et en fait, la réponse, elle n'est pas vraiment oui, donc elle est plus non. Si on regarde vraiment notre variable principale d'intérêt, qui est la discrimination, le taux moyen d'expérience discriminatoire qui est rapporté par les répondants de notre échantillon ne varie pas vraiment beaucoup d'une province à l'autre. Légèrement plus fort en Ontario, mais vraiment marginalement. Grosso modo, c'est la même histoire. Au niveau de la religiosité, les immigrants au Québec ne sont pas plus ou moins religieux pas de manière substantielle que ceux des autres provinces. La seule place où ça se distingue un peu, puis ça ne va peut-être pas trop surprendre si vous connaissez les profils démographiques et les profils d'immigration, il y a une proportion d'immigrants, donc à 18 % au Québec, qui est pareil qu'en Ontario, mais légèrement supérieure à ce qu'on observe en Alberta ou en Colombie-Britannique. Donc, de façon générale, on ne peut pas vraiment s'attendre, et d'ailleurs, je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais ce n'est pas ces différences de niveau d'expérience d'exclusion qui peut expliquer les différences au niveau du sentiment d'appartenance. Mais c'est peut-être la saillance de ces expériences d'exclusion-là, par contre, qui pourrait faire la différence. Donc, pour vraiment répondre à cette question-là, ce qu'on a fait, en fait, c'est d'aller voir, on a fait des analyses multivariées où on prédit d'un côté le sentiment d'appartenance au Canada, dans un autre modèle le sentiment d'appartenance à la province. On regarde l'effet de la discrimination, l'effet de la religiosité et l'effet d'être musulman avec des effets d'interaction pour les provinces. Alors, ce que je vais vous présenter dans les prochaines diapos, c'est les résultats prédits de ces modèles-là. D'abord, ici, pour les expériences discriminatoires. Et donc, ce qu'on voit en premier lieu, c'est l'impact de rapporter des expériences discriminatoires sur le sentiment d'appartenance au Canada par province. Donc, comme vous pouvez voir, effectivement, comme on le sait dans la recherche, si on rapporte des expériences d'exclusion, ici la discrimination, ça va significativement affaiblir le sentiment d'appartenance envers le Canada. Et ça va le faire également dans les 4 provinces qu'on regarde en ce moment. Donc, notre hypothèse, c'est que ça va peut-être être vrai pour le Québec aussi, mais ça va être encore plus prononcé pour le Québec, pour le sentiment d'appartenance envers le Québec. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Donc, je dirais en 2 temps. Je dirais le premier, c'est qu'on voit que pour la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario, c'est à peu près la même chose que pour le sentiment d'appartenance au Canada. Donc, on parle de sentiment d'appartenance au Canada ou à la province. L'effet négatif de la discrimination va être le même sur le sentiment d'appartenance. Au Québec, il va y avoir une perte d'appartenance au Canada, mais la perte d'appartenance envers le Québec, elle est au moins 2 fois plus forte que ce qu'on observe. Donc, un effet beaucoup plus prononcé que non seulement dans le reste du Canada, mais que par rapport au sentiment d'appartenance dans la province de Québec elle-même. Donc, ce qui tend à appuyer notre hypothèse numéro 2. Si on regarde au niveau du sentiment de religiosité, on remarque envers le sentiment d'appartenance pour le Canada, ici, que ce qu'on soit dans les 3 autres provinces, on est dans les 3 autres provinces, il n'y a pas vraiment d'effet significatif. Les gens qui se sentent, les minorités ethnoculturelles et les immigrants qui se sentent religieux ne sont pas plus ou moins attachés ou ne se sentent pas plus ou moins acceptés que les autres. Par contre, au Québec, les gens qui ont un sentiment religieux fort vont exprimer un sentiment d'attachement au Canada plus fort que les autres minorités. Qu'est-ce qu'il y en est pour le Québec? Bien, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour le Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario, il n'y a pas de différence entre un religieux et un non-religieux. Chez les minorités, le sentiment d'appartenance à la province, c'est le même. Alors qu'on voit à la marge, mais le sentiment d'appartenance au Québec, lui, va être plus petit. Donc, un effet polarisant. Être religieux, évidemment, ici, c'est pour ça que je voulais mentionner le contexte de l'hiver 2014, mais il reste quand même ce qu'on observait, c'est les religieux vont se sentir plus attachés au Canada, ils vont se sentir moins attachés au Québec, ce qu'on n'observe pas dans les autres provinces. Et finalement, peut-être que ça ne va pas vous surprendre non plus, mais on va observer grosso modo le même type de relation pour les répondants musulmans. Donc, encore une fois à la marge, mais un sentiment d'appartenance un peu plus fort au Canada et un sentiment au Québec et un sentiment d'appartenance à la province au Québec qui est plus faible, mais principalement dans le cas québécois. Il y a le cas de la Colombie-Britannique, je n'ai pas vraiment rien à dire pour expliquer ce résultat-là. De façon générale, la tendance, elle est là. Et en soit dit en passant, ce que je vous montre ici, l'effet pour chacune des 3 variables d'indépendance, c'est en contrôlant pour les autres. Donc ici, l'effet pour les musulmans, c'est en contrôlant pour le niveau de religiosité et en contrôlant pour l'effet de la discrimination. Donc, je ne sais pas, je ne vois pas du tout le temps, je ne sais pas où j'en suis, mais de toute façon, je conclue dans 2 minutes.
Les conclusions, donc, les expériences d'exclusion sont liées au sentiment d'appartenance au Canada, mais aussi à la province. Donc, ce n'est pas juste une réalité nationale. Ça va varier par le contexte, évidemment. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose dans les provinces. De façon générale, ça appuie nos hypothèses. Donc, au niveau de la force du sentiment d'appartenance, on observe cet écart dont je vous ai parlé. Puis, au niveau du rôle des expériences d'exclusion, on voit que ce n'est pas symétrique, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va avoir soit, pour les autres provinces, ça va être pareil, mais pour le Québec, soit l'effet va être plus fort pour le Québec, ou il va être de direction opposée, c'est-à-dire affaiblissant le sentiment d'appartenance pour le Québec, mais renforçant le sentiment d'appartenance pour le Canada. Donc, j'arrête là parce que quelque chose me dit que j'ai vraiment dépassé mon temps, mais on pense que ça suggère que la concordance et la compétition entre les modèles nationaux pourraient avoir un effet sur la structure du sentiment d'appartenance et du rôle avec les expériences d'exclusion. Merci. Merci Antoine. Je pense qu'on arrive à la fin pour aujourd'hui. That'll be it for today. I want to thank all the speakers that we had today for great talks, great presentation. I want to thank everyone for being here, for participating, for great questions and a great discussion. We'll continue this conference tomorrow. Donc demain, 1h30 pour un dernier panel et ensuite on aura notre table ronde aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit demain.